Anthropocène. Les entretiens Anthropocène. Anthropocène. Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons le plaisir ce soir de tenir en direct le grand entretien hebdomadaire de Radio Anthropocène, la radio de l'école urbaine de Lyon. Pour cette occasion, nous avons l'honneur d'être accueillis au RISE, dans ce lieu emblématique de la mémoire et du patrimoine d'une ville nommée capitale de la culture en 2022, Villeurbanne. L'entretien que nous vous proposons ce soir s'inscrit dans le cadre de l'événement à l'école de l'Anthropocène, le rendez-vous annuel de l'école urbaine de Lyon. Il s'agit d'une semaine pensée comme une université ouverte sur les questions d'écologie et de citoyenneté, et qu'il est possible de suivre Horizon Direct ou en streaming et en podcast depuis le site écoleanthropocène.université-lyon.fr. Notre invitée ce soir est professeure en sciences de la Terre à l'université Claude Bernard de Lyon 1. Elle dirige l'Observatoire des sciences de l'univers de Lyon depuis 2015 et elle est vice-présidente de l'Union minéralogique européenne depuis 2016. Elle conduit ses travaux de recherche au laboratoire de géologie de Lyon, Terre, Planète, Environnement. Ces travaux s'intéressent à la minéralogie expérimentale et vont de l'étude de l'intérieur de la Terre jusqu'aux organismes prébiotiques de subsurface. En filigrane de ces travaux se pose une question fondamentale, celle de l'origine de la vie et de l'habitabilité de la Terre et des planètes. En 2021, reconnue pour l'apport de ses travaux et son implication scientifique, elle est distinguée par le média Academic Influence parmi les 10 personnalités scientifiques les plus influentes de la dernière décennie dans le domaine des sciences de la Terre. Elle est également impliquée dans le Deep Carbon Observatory en tant que membre du comité de pilotage scientifique portant sur les questions d'énergie profonde. Elle participe aux activités de la Gordon Research Conference sur les questions de carbone profond. Isabelle Daniel, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Quentin. Pour ma part, je suis doctorant en sciences de l'environnement à l'école urbaine de Lyon et rattaché au laboratoire EVS, Environnement Ville Société, à l'école des mines de Saint-Étienne et à l'école des travaux publics de l'État de Lyon. Alors pour démarrer notre conversation, j'aimerais commencer par vous demander pourquoi vous vous êtes intéressé à des thématiques comme la chimie des hydrates et des minéraux, et en particulier pourquoi les avoir étudiés lorsqu'ils sont soumis à des champs hydrothermaux, ou plus simplement à des conditions de pression et de température extrêmes qu'on ne retrouve pas à la surface de la Terre. Excellente question. Je suis minéralogiste, je travaille dans le secteur donc, des sciences de la Terre, et quand on s'intéresse à la Terre, on s'intéresse à des échelles de temps et à des échelles d'espace qui sont extrêmement grandes et qui incluent évidemment la surface de la Terre que nous connaissons très bien, mais également l'intérieur de la Terre. Et les grandes profondeurs, ce qui se passe dans les grandes profondeurs est corrélé avec le recyclage ou tous les processus qui sont à l'œuvre à l'heure actuelle sur la planète. C'est le cas par exemple des très grandes éruptions volcaniques. Elles prennent leur source à l'intérieur de la Terre. Et pour comprendre tout ce qui se passe à la surface, tout ce qui provient de la profondeur et qui affecte le fonctionnement de la planète en surface, eh bien, il faut comprendre en fait le comportement des minéraux à l'intérieur de la Terre. Donc ça nécessite de changer les conditions de température. La température augmente en fonction de la profondeur. Si virtuellement on s'enfonce à l'intérieur de la Terre, dans un premier temps, la température va augmenter à peu près de 30 degrés par kilomètre. Et progressivement, il y a des changements de régime de température. Et la pression également augmente très fortement. Et les réactions chimiques, les propriétés des minéraux, leurs réactions avec les fluides deviennent assez différentes. D'où l'intérêt en fait d'examiner ces nouveaux comportements, à quel point ils sont différents de ce qu'on observe à la surface et comment est-ce qu'ils influent en fait les grands processus et les grands cycles chimiques qui conditionnent eh bien, notre environnement actuel à la surface de la Terre. Alors sur cette question des échelles, comment s'intéresser, notamment dans les temps très anciens, comment reconstituer ce qui a pu se passer dans les temps très anciens à partir des traces actuelles? Alors, les documents en fait, que l'on a, ce qu'on appelle les archives géologiques, ces archives géologiques remontent, on a des roches qui sont à la surface de la Terre, et les plus anciennes roches datent de 4 milliards d'années. En fait, ça distingue deux très très grandes périodes de l'histoire de la Terre.
l'AD1. Donc, quand il n'y avait rien de visible, où tout était caché, c'était un peu une référence là, au dieu des enfers. Et puis ensuite, on passe à l'archéen, à partir du moment où l'on trouve des roches. Ce qui ne veut pas dire en fait qu'on n'a pas d'indication avant cela. On a des indications en fait via des minéraux. Justement, il n'y avait pas de roches, mais il reste quelques minéraux. Les minéraux les plus anciens, potentiellement, datent de 4,4 milliards d'années. Vous savez, peut-être on peut rappeler que la Terre s'est formée il y a 4,56 milliards d'années, comme toutes les autres planètes du système solaire. Et on a, à partir des petits objets du système solaire, on peut faire des mesures sur ces objets-là et du coup avoir des informations sur ce que l'on pourrait appeler la naissance et l'enfance de la Terre. Et d'un point de vue pratique, comment récupérez-vous les minéraux qui vous permettent de reconstituer ces traces dont vous nous parlez ? Alors, ces minéraux, on va justement aller les chercher dans des endroits où on sait qu'on a les roches les plus anciennes de la Terre. Donc, ce qu'on va appeler en fait les roches cratoniques qui ont peu évolué au cours des derniers milliards d'années. On va en trouver, je vais donner simplement quelques exemples. On va en trouver en Australie, on va en trouver en Afrique du Sud. On en a également une grande abondance au Canada, au Brésil également. Et donc, à partir des cartes géologiques qui ont été dressées et du travail de terrain, eh bien, on va récupérer ces roches et par datation, grâce aux isotopes radioactifs, on va aller rechercher les minéraux les plus anciens. Ça, c'est le travail des géologues. Moi, de mon côté, donc, je m'inspire de ce qui est découvert sur le terrain, des résultats et des hypothèses qui sont formulées par les collègues. Et ensuite, de mon côté, je teste un certain nombre des hypothèses qui sont proposées en laboratoire. Je fais un petit peu de terrain parce que j'aime bien ça, mais mon activité principale au jour le jour, en termes de recherche, c'est une activité de laboratoire. Et donc, vous intervenez après l'étape de datation qui est réalisée par les géologues ? Oui, moi, je m'attache effectivement à partir des datations, des modèles, des informations qu'ils arrivent à obtenir des minéraux. Ils formulent des hypothèses, des scénarios. Et l'objectif, c'est de tester au moins certaines parties de ces scénarios en laboratoire. Et donc, en général, on n'utilise pas les minéraux qui sont précieux et qui ont été collectés sur le terrain, puisqu'ils sont rarissimes, donc ils sont vraiment précieux. Ils sont étudiés éventuellement, ils vont ensuite dans des collections pour conserver cet archivage pour les futures générations. Moi, je travaille sur ce qu'on appelle des modèles, des modèles expérimentaux. On parle souvent des modèles numériques, mais on peut avoir des modèles analogiques ou des modèles expérimentaux. Alors, quelle différence faites-vous entre les modèles expérimentaux et les modèles ou analogiques et les modèles numériques ? Donc, un modèle numérique, on va prendre en fait un certain nombre de lois physiques ou chimiques et on va en fait les transformer dans un code numérique pour suivre, par exemple, c'est très approprié pour suivre l'évolution au cours du temps. Dans un modèle analogique, on va aussi souvent suivre l'évolution au cours du temps. Je pense par exemple au modèle tectonique, avec des lois rhéologiques qui sont peut-être parfois difficiles à translater dans des équations qui tournent dans des codes. Donc on peut faire des modèles numériques, des modèles analogiques, et tous ces modèles en fait se renseignent les uns les autres. Et donc les modèles expérimentaux, ils permettent en fait, en plaçant les objets ou les échantillons dans des conditions précises, qui sont contrôlées du coup par le chercheur ou la chercheuse, de se mettre dans des conditions et de mesurer, d'observer les propriétés de la matière dans ces conditions-là. Et donc, donc on parlait des échelles tout au début. Les modèles numériques sont davantage des modèles d'échelle, l'échelle de la planète dans son ensemble, quand les plaques bougent. On a ce genre de modèles-là, mais on a aussi par exemple des modèles en minéralogie, en cristallographie, et en particulier on va les utiliser pour atteindre des conditions qu'on n'arrive peut-être pas à réaliser au laboratoire, des conditions de pression extrêmement élevées, qui sont peut-être plus difficiles à obtenir en laboratoire, ou des conditions de température extrêmement élevées qu'on aurait du mal à reproduire au laboratoire.
Et aussi, du coup, on fait ces choses-là aussi parfois en parallèle, numériquement et expérimentalement, bien pour valider les résultats. Vous savez très bien que dans la démarche scientifique, il est essentiel en fait de pouvoir contrôler indépendamment les résultats qui sont obtenus de façon à avoir une validation. Je pense que c'est quelque chose qui est important toujours de rappeler, surtout quand on est dans des périodes où parfois le résultat scientifique peut être contesté. Et alors, comment vérifiez-vous vos hypothèses concrètement? Par quels protocoles expérimentaux? J'ai pu voir que vous aviez publié des articles qui faisaient mention de certaines méthodes, comme l'utilisation de synchrotrons ou de spectroscopie Raman ou encore X-ray fluorescence mapping. Donc, quelles sont un peu ces méthodes? Et vous êtes à l'échelle minéralogique. Voilà, donc moi je travaille souvent à l'échelle de minéralogique et souvent en fait dans des petits réacteurs qui me permettent de simuler les conditions de pression et de température à l'intérieur des corps planétaires, de la Terre par exemple, la Terre en étant un. On utilise en fait ce que l'on appelle, pour aller dans des conditions un petit peu profondes, ce qu'on appelle des cellules à enclume diamant. Donc c'est deux petits diamants gemmes qu'on met en opposition et qui sont coupés sur l'une de leurs faces. Et à l'intérieur, entre les deux, en fait, on peut placer notre échantillon. Ça peut être un minéral, mais ça peut être du liquide également. Juste pour vous donner un ordre d'idée de la taille, on est sur une dimension qui est inférieure à celle d'un cheveu. Oui. Et c'est pour ça qu'ensuite, pour analyser en fait ce qui se passe dans ce micro-réacteur, on a besoin de faisceaux lumineux extrêmement puissants et surtout extrêmement focalisés. Au laboratoire, on va pouvoir le faire par exemple avec des lasers. Si on veut utiliser les rayons X, dans ce cas-là, compte tenu de la petite taille des échantillons et de la brillance dont on a besoin, à ce moment-là, on va travailler effectivement sur les facilités nationales ou internationales qui émettent des rayons X par source synchrotron. Et il y a toute une cohorte de méthodes qui sont possibles et qui sont appropriées selon ce que l'on souhaite faire. Mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup utilisé la diffraction des rayons X qui, sur les minéraux, me permet d'obtenir la structure des minéraux, l'évolution de la structure des minéraux en fonction des conditions justement de pression et de température. Et en utilisant en fait la fluorescence des rayons X, toujours induite par les rayons X produits par le synchrotron, eh bien, ça nous permet en fait d'avoir la chimie du minéral. Et du coup, là, on a effectivement tout ce que l'on a besoin de savoir pour définir un minéral, c'est à savoir en fait sa structure, son organisation périodique tridimensionnelle, et puis sa chimie. Et donc, on peut comme ça voir l'évolution de la chimie en fonction des conditions, en fonction du temps. On peut aussi faire des mesures dites cinétiques en fonction du temps. Certes, au synchrotron, c'est toujours des durées qui sont courtes, c'est inférieur à la journée. On n'est pas tout seul, donc il faut laisser de la place aussi pour les autres. Oui, donc vous êtes vraiment minéralogiste, mais à l'interface entre différentes sciences, optique, physique quantique. Alors, pas de la physique quantique nécessairement, ce qui me concerne, mais il faut bien voir en fait que toute la matière qui nous environne, on peut soit l'appréhender d'une manière utilitaire comme vous et moi et tout le monde le fait quotidiennement, mais on peut aussi aller questionner sa nature, sa structure. Par exemple, si on prend un verre qui contient de l'eau, eh ben, évidemment, ça va être un objet utilitaire pour nous, mais on va se poser la question de sa chimie. Quelle est la chimie la plus appropriée pour le faire le plus facilement, pour qu'il dure le plus longtemps, sans cristalliser? Et tout ça, donc, il y a à la fois un aspect... il peut y avoir un aspect science de la Terre, même sur le verre dans lequel on boit, et il y a aussi un aspect science de la matière. Et vous qui commencez à avoir du recul sur votre discipline depuis 30 ans au moins, que diriez-vous de l'évolution des méthodes? Et est-ce que les méthodes scientifiques qui existent actuellement, ou les protocoles expérimentaux qui donc croisent différentes disciplines, physique, optique et minéralogie vous concernant, est-ce qu'elles sont aussi à l'origine d'hypothèses nouvelles? Ou est-ce que ces méthodes ont été construites pour répondre à des hypothèses qui se posaient? Quelle est un peu l'interaction entre l'avancée scientifique qui conditionne le développement de méthodes nouvelles ou au contraire l'apparition de nouvelles méthodes qui posent de nouvelles questions scientifiques? Ouais, le rayonnement synchrotron existe depuis très longtemps, depuis les années 50. C'était une grande révolution pour l'utilisation des rayons X. Les premières utilisations des rayons X, je vous rappelle, c'était pour faire des radiographies
du bras ou de la main quand on avait eu un accident. Et puis progressivement, elles sont devenues de plus en plus précises. En ce qui concerne, là, dans le domaine des sciences de la Terre, ça permet vraiment d'aller sonder des échelles toutes petites et de comprendre en fait des réactions aux interfaces qu'on ne comprenait pas nécessairement précédemment. Ça permet également de mesurer en temps réel les évolutions de l'état redox, hein, donc du degré d'oxydation ou de réduction des éléments au cours des réactions. Et par exemple, sur toute la structure des corps planétaires, il y a eu toujours en fait un dialogue entre la question qui se posait d'essayer d'aller investiguer les propriétés de la matière et leurs formes, et les formes de la matière aux conditions des intérieurs planétaires, et en parallèle, du coup, développer les méthodes expérimentales qui permettent en fait de descendre de plus en plus profond dans ces conditions-là. Donc l'un a nourri l'autre, c'est-à-dire que si on sait que ça marche, ça vaut le coup d'investir pour aller plus loin. Donc ça se fait étape par étape. Et j'aimerais vous entendre maintenant sur les conclusions de vos travaux, notamment sur la question des conditions de la vie, alors sur Terre ou sur d'autres planètes, peut-être c'est différent selon le corps qu'on regarde. Notamment, on a beaucoup remis en avant assez récemment les travaux de James Lovelock sur l'hypothèse Gaïa, donc, qui lui met en avant comme condition de la vie, en tout cas dans sa méthode pour mettre en avant ces conditions, il regarde la composition des atmosphères. Et ce qu'il dit, c'est que quand on n'a pas un équilibre thermodynamique, quand les gaz ne sont pas à l'équilibre thermodynamique, c'est que potentiellement, il y a quelque chose de vivant et d'organique qui déséquilibre les équilibres thermodynamiques. Et donc, dans ce déséquilibre, il voit en tout cas un indice de vie possible sur des exoplanètes. Alors vous, donc on n'est pas à cette échelle, on n'est pas sur ce type de réaction. Donc quels sont les indices qui, je ne sais pas même si c'est une question qui se pose, mais qui permettraient de déduire l'existence de vie? En tout cas, comment, à partir de votre discipline et des méthodes qu'on a évoquées, vous parvenez à aborder cette question des conditions d'existence de la vie? Alors moi, c'est vrai que j'ai une vision qui est basée sur ce que l'on connaît à l'heure actuelle sur la Terre, ou en tout cas les éléments, les archives dont on dispose sur la Terre. Et même si on peut fabriquer des formes de vie extrêmement différentes, des formes de vie par exemple chimiques, j'entends vraiment de formes de vie au sens le plus large, hein, c'est-à-dire avec la possibilité de se propager, de se multiplier, de commettre les petites erreurs qui permettent l'évolution. Il existe en fait des formes mathématiques, des formes chimiques. À l'heure actuelle, ce que l'on recherche, c'est les formes de vie, en tout cas que l'on connaît sur Terre, et qui toutes en fait reposent sur une chimie qui est extrêmement particulière, à base de carbone, d'azote, d'hydrogène, d'eau, un petit peu de phosphore également. Il y a aussi pas mal d'autres éléments, bien entendu, et surtout en fait la présence d'eau liquide. Donc ça reste un critère pour nous pour travailler par exemple sur l'émergence de la vie. On pense, par exemple, justement, à partir de l'étude de la minéralogie, qu'il pouvait y avoir de l'eau, ou en tout cas un système géodynamique qui nécessitait de l'eau. Il y a près de 4,4 milliards d'années sur la Terre. Et que donc, même si les traces de vie les plus anciennes datent de 3,4 milliards d'années, de façon absolument certaine, il y a beaucoup de débats autour de ça, il faut de l'eau liquide. Mais il y a quand même un paradoxe, c'est que quand on a de l'eau liquide et des milieux dilués, en fait, on n'arrive pas à compacter les molécules dont on sait qu'elles forment la vie aujourd'hui. Je pense par exemple aux acides amidés ou aux nucléotides. Donc moi, c'est là-dessus que je travaille essentiellement, d'essayer de voir en fait quelles sont les conditions dans lesquelles on peut arriver à partir d'une chimie un peu simple, mais à partir du moment où on a aussi ce qu'on va appeler ces briques élémentaires, quelles sont les conditions les plus favorables pour qu'elles soient assemblées. Mais je suis assez d'accord en fait avec cette hypothèse qui fait qu'à l'heure actuelle, par exemple, sur la Terre, c'est sûr qu'on a une atmosphère qui n'est pas à l'équilibre avec notre Terre, si notre Terre n'avait pas d'activité géodynamique et pas de biologie. La limitation quand même que je mettrais, c'est qu'on peut quand même avoir des planètes avec une activité géodynamique, hein, et donc une interaction entre l'atmosphère et l'intérieur des corps planétaires, sans que peut-être pour autant on atteigne l'équilibre.
Donc c'est évidemment un indice, mais dans le cas de la vie, en fait, on arrive rarement à établir la présence de vie ou le développement de la vie à partir d'un seul indice. C'est quelque chose c'est des travaux qui sont en cours, qui sont assez importants dans la communauté, qui montrent en fait progressivement au fur et à mesure qu'on a de plus en plus d'exemples et de collègues, par exemple, il y a une espèce de chasse au trésor, hein, si je puis dire, d'essayer de trouver les formes de vie les plus anciennes dans le champ paléontologique, à la surface de la Terre, dans tout l'enregistrement des roches qui sont présents, et avec beaucoup d'écueils finalement, puisque un certain nombre de ces objets qui sont décrits sont soit plus récents, soit très anciens, mais finalement ne sont pas nécessairement biologiques. Et le consensus à l'heure actuelle, c'est qu'il faut quand même un certain nombre d'éléments pour vraiment prouver qu'on a affaire à une trace de vie très ancienne. Et c'est pour ça qu'on a un décalage entre le moment où on pense que la planète est devenue habitable, probablement aux alentours, on pourrait dire peut-être, en tout cas plus récemment que 4,4 milliards d'années, il y avait de l'eau liquide à la surface de la Terre, mais il se passe quasiment 1 milliard d'années entre ce moment-là et le moment où on a de façon certaine des traces d'organismes. Donc quand on voit que même sur la Terre, avec tout l'enregistrement que l'on a et toutes les méthodes analytiques que vous venez de décrire, enfin expérimentales et analytiques, on n'arrive finalement pas à mettre le doigt exactement sur les premiers organismes et les formes les plus anciennes de vie, il faut rester un petit peu modeste et ça ne va pas être si facile d'aller les rechercher sur des exoplanètes. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne faut pas le faire, hein, puisque comme je l'ai dit, il y a quand même une démarche toujours qui est importante, hein, c'est d'avoir une démarche pas après pas. Si on essaye de se lancer dans des opérations de grande envergure avec beaucoup trop d'hypothèses, les chances de réussir sont excessivement faibles. Ça vaut peut-être pas l'investissement nécessaire pour la collectivité. Voilà. Ça, c'est un point de vue qui est assez personnel, mais il est quand même aussi partagé par pas mal de gens. Oui, parce que le discours, c'est aussi d'aller apprendre ailleurs des choses qui pourraient nous éclairer sur Terre. Donc, je ne sais pas si au cours de votre carrière, c'est arrivé que vous appreniez des choses sur vos propres terrains, mais qui soient issues d'une expérience qui a été faite sur d'autres planètes. Alors, les seules expériences, si je peux dire, qu'on a sur les autres planètes, c'est sur les planètes, nos planètes voisines, hein, sur les sondes qui ont pu être envoyées sur Mars. On commence à connaître pas mal de choses sur Mars, hein, et un petit peu sur Vénus également, même si c'est un petit peu moins facile par l'atmosphère extrêmement épaisse de Vénus. Mais Mars, c'est extrêmement intéressant puisqu'on parlait justement des conditions d'apparition de la vie. Mars, c'est quelque part une capsule temporelle de la Terre. Il y a les terrains aux alentours de entre 3 et 4 milliards d'années. Donc ça nous renseigne, à l'heure actuelle, c'est difficile de chercher les conditions d'origine de la vie, des endroits où il n'y a pas de vie, puisque par définition, la Terre est habitée très très largement par évidemment les êtres humains que nous sommes, puisqu'on est là pour discuter, mais il y a également de très 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 nombreuses formes de vie. Sur Mars, à la surface, pour le moment, on n'en a pas trouvé. Et Mars, en fait, du fait que l'eau est disparue, c'est un petit peu débattu, donc je vais éviter de me prononcer là-dessus, mais en tout cas, l'atmosphère et l'eau de Mars ont disparu assez tôt. Et du coup, on a quelque part comme une Terre figée à ce moment-là. Bon, Mars est un peu plus petit, mais ça nous donne une bonne idée de ce qu'aurait pu être la Terre à ce moment-là également. C'est intéressant votre définition de l'habitabilité comme précondition à l'existence de la vie, et justement dans ce passage entre l'habitabilité et la vie, on ne sait pas exactement par quels mécanismes et quels assemblages, exactement quelle suite de mécanismes et d'assemblages on parvient de l'un à l'autre. D'autant plus dans une perspective anthropocène où on se demande si la Terre va rester habitable pour les activités humaines telles qu'on les a entreprises depuis, l'Holocène, depuis l'expansion rapide et massive du genre humain. Donc sur ces questions justement d'habitabilité à l'époque anthropocène, quelle est votre vision, vous qui avez
un spectre très large à la fois d'échelle et de temps. Est-ce que ça ne vous fait pas déconsidérer le moment, la gravité du moment actuel, puisque votre vision de l'habitabilité est bien différente de celle qu'on entend lorsqu'on évoque l'Anthropocène? Par définition, quand on parle de l'Anthropocène, on parle d'une vision de l'habitabilité anthropocentrique. Et donc, c'est toute cette question, effectivement, on a l'homme, de par son développement industriel, a beaucoup impacté l'environnement. Maintenant, on a des difficultés à gérer l'impact de cet environnement sur le développement de nos sociétés. En revanche, la question se pose très différemment quand on parle de l'environnement vraiment en grand, à une échelle de temps plus grande. Donc l'Anthropocène, c'est dit quand les gens disent mais la Terre n'est plus habitable, la Terre est habitable. Quelque part, il ne faut pas s'inquiéter pour la Terre en tant que système d'environnement et géodynamique, de par son volume, de par les mécanismes qui sont en jeu. La Terre a connu des crises bien plus importantes encore que celles dont on est en train de parler à l'Anthropocène. Mais l'ampleur des phénomènes naturels change en fait le visage de la Terre de façon permanente, mais sur des échelles de temps très longues. Donc la Terre va évoluer. Toute la question, en fait, c'est comment est-ce que nous, on veut... quel est l'impact, quel est le degré d'impact que l'on envisage d'avoir sur notre planète dans le milieu qui nous environne. Parce que de la vie, on voit les oiseaux, on voit toutes les fleurs, etc. Mais la quantité de micro-organismes et la variété de micro-organismes qui habitent en fait la Terre en surface, dans les sols et en subsurface, est gigantesque. Pour vous donner, c'est le nombre de microbes qui vivent dans ce qu'on appelle donc toute la biosphère, donc pas juste celle de la surface, c'est plus d'1 million de fois le nombre d'étoiles que l'on connaît dans l'univers. Donc la vie est foisonnante sur Terre. Nous, évidemment, nous sommes très focalisés sur nous-mêmes, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais voilà, mon rôle en tant que géologue et travaillant sur la planète, sur les temps longs, c'est évidemment de prendre beaucoup de recul par rapport à ça et d'expliquer que la Terre a son propre timing, son propre agenda, si je puis dire. C'est un agenda géologique. Et il se passera toujours des choses, des très grandes éruptions volcaniques, des tsunamis, les plaques qui vont inexorablement continuer à bouger, parfois très dispersées comme dans la situation actuelle. Dans quelques centaines de millions d'années, elles seront probablement regroupées, ce qui a une influence très très forte évidemment sur le climat. Donc il y a les paramètres solaires bien entendu qui changent les choses à plus petite échelle, de l'ordre de quelques milliers à quelques centaines de milliers d'années. Donc c'est toutes ces échelles de temps en fait qui sont imbriquées. Là, nous on regarde sur ce qu'on a fabriqué là depuis déjà un peu plus d'un siècle et demi, et c'est vrai qu'on est allé très très vite sur l'impact de notre planète, et là on ne sait plus très bien comment nous en fait on va réussir à gérer l'environnement dont on a besoin. Donc, mais c'est des questions qui sont un peu différentes quand même. Oui, complètement. Votre perspective est bien différente. Alors, comment faites-vous école de cela et comment concilier à la fois un impératif qui est proprement anthropocentré et une vision relativiste où effectivement les conditions de vie perdureront sans doute, même si la forme de vie humaine, elle, ne perdurera pas. Donc, comment saisir ces deux enjeux qui sont vraiment différents, le prendre soin de l'humain et le prendre soin de la Terre qui n'en a pas besoin en fait? Le prendre soin de l'humain, je pense que c'est ça. Là, on rentre en fait dans un autre champ qui est d'autres sciences que les sciences de la Terre, c'est les sciences sociales, les sciences humaines et sociales, et comment est-ce qu'on appréhende nos sociétés. Je pense que c'est des questions qui sont un peu différentes, et alors là, je suis beaucoup moins compétente pour en parler. Oui, qui sont bien différentes en effet, mais qui peuvent être éclairées à l'aune de vos réflexions, et ce ne sont pas des réflexions qu'on a l'habitude d'entendre. Non, tout à fait. Ce qui ne m'empêche pas, par exemple, moi je suis très impliquée dans un certain nombre d'initiatives, même dans l'espace académique. Peut-être vous avez entendu parler de cette initiative Ma Terre en 180 minutes. Donc j'y ai participé plusieurs fois parce que je pense que c'est un bon exercice pour arriver à voir comment on peut minimiser notre empreinte.
la réalisation des bilans de gaz à effet de serre de nos communautés, etc. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Mais pour pouvoir le faire, il faut aussi avoir le background scientifique dont on est en train de parler sur la compréhension en fait, du fonctionnement de l'atmosphère, qui est beaucoup plus rapide elle, que les temps géologiques, mais qui nécessite, en fait, c'est une formation qui est assez similaire et qui parfois est partie intégrante de la formation en sciences de la Terre. Donc je participe aussi à ça dans mes activités de formatrice, si je puis dire, d'enseignante. Isabelle Daniel, je vous remercie pour cet entretien et cette discussion que nous avons eue. Donc l'entretien est désormais terminé. Vous pouvez retrouver en podcast sur le site écoleanthropocène.université-lyon.fr cet entretien et vous pouvez retrouver également tous les entretiens qui vont se succéder durant cette semaine. Merci. Merci. Les entretiens Anthropocène.